tous, aujourd'hui nous allons recevoir des personnalités de tous horizons qui ont connu un jour un succès fulgurant. Des chanteurs, des comédiens, une Miss France ou encore des vedettes de la télé-réalité. Ils ont connu les feux des projecteurs, ils ont été adulés par vous, public, chouchoutés par les médias et puis un jour, tout s'est arrêté. Comment est-ce qu'ils ont vécu ce retour à l'anonymat? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. On va en discuter également avec un journaliste, David Lelay, qui est auteur des Impostures de la célébrité aux éditions Anne Carrère. Mais tout de suite, je vous demande de démarrer cette émission avec quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit de Kenza. Bonjour Kenza, ça vous fait plaisir les applaudissements? Vous avez l'air contente en arrivant. Bien sûr, ça fait plaisir. Vaut mieux être applaudi que hué, hein. Ça c'est sûr. Ça s'est pas toujours bien passé à la sortie du Loft? Non, pas toujours. Ça a été quelquefois très difficile. Il y a eu des moments de bonheur et puis il y a eu des moments très douloureux où c'était très difficile. Quel souvenir vous gardez de votre participation à cette émission de télé-réalité, la toute première du genre puisque c'était le Loft 1? Aujourd'hui, un très bon souvenir parce qu'on est quand même un petit peu les pionniers d'avoir lancé en tout cas ce phénomène de la télé-réalité. Alors être les pionniers, c'est bien. D'abord parce qu'on est rentré avec toute cette naïveté et tout ce naturel où on ne savait pas vraiment où on mettait le pied. Moi, c'est vrai que quand on m'a dit que j'allais être parmi les finalistes, déjà j'ai réfléchi très très longtemps et j'ai pris surtout une décision très rapide. Et j'étais déjà en poste. Avant, j'avais un poste de commercial. J'avais une très bonne situation professionnelle. Et une semaine avant, mon boss de l'époque m'avait donné carrément une promotion très très intéressante, avec un salaire très intéressant, et que j'avais accepté. Et 2 jours avant de rendre ma réponse définitive, je suis allée voir mon responsable de l'époque et je lui ai dit « Écoutez, ne me posez pas de questions, j'ai pris une décision, je quitte l'entreprise ». Et donc il m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous voulez partir? Je ne comprends pas, je vous ai donné une promotion, est-ce que je peux peut-être vous rajouter un petit peu sur le salaire ?» Bon, il a essayé de négocier. Et je lui ai dit « Écoutez, j'ai pris une décision importante dans ma vie, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si je vais me casser la gueule ou ça va marcher. » Et finalement, j'ai tout quitté. J'ai fait le tour de mon 35 mètres carrés à l'époque, j'habitais dans le 93 et je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'ai été quand même prise parmi 80 000 candidats à l'époque. J'ai passé un casting avec des étapes éliminatoires où à chaque fois on vous disait non, c'est fini pour vous, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et moi à chaque fois que je passais les étapes du casting, ça marchait tout le temps. Et je me suis dit c'est pas possible, jamais j'irai jusqu'au bout. Je me suis plutôt dit... Comment ça s'est passé là, après à la sortie du Loft? Donc vous ne saviez pas ce que vous alliez trouver. Il y avait Benjamin Castaldi qui disait rien que du bonheur. Ça a été rien que du bonheur? En tout cas, en ce qui me concerne moi, non, il n'y a pas eu que du bonheur. À ma sortie, moi j'ai une sortie très mouvementée, très compliquée. Moi j'ai été accueillie, pas du tout par les applaudissements comme votre public aujourd'hui, mais moi j'ai été plutôt accueillie avec des tomates et des œufs, ce que j'ai reçu sur la tête, sans comprendre d'où ça arrivait, pourquoi ça venait et si ça m'était destiné. Vous avez vécu ça comment, justement? Vous saviez que vous étiez impopulaire à la sortie? Personne ne vous l'avait dit, ça? Je ne savais pas vraiment quelle image, en tout cas, j'avais à l'extérieur. Déjà, je ne savais pas si le programme avait fait une certaine révolution où on était des ringards finis et qu'à l'intérieur, on était vraiment considérés comme des crétins. Et de toute façon, c'est en sortant et quand j'ai vu tout ce monde en train de crier et scander mon nom à l'extérieur, mais en plus, pas seulement positivement, mais aussi négativement, avec des insultes qui étaient dirigées envers moi et envers ma famille, je n'ai pas compris, en fait. Je suis rentrée dans un tourbillon. Tout s'est passé très rapidement. En fait, l'allée que je devais prendre pour aller donc, de l'extérieur, donc de la sortie du Loft au plateau, pour moi, a duré une éternité alors que c'était 2 minutes. Comment ça s'est passé les quelques jours après? Vous avez senti que vous étiez une star, mais une star impopulaire? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas si on peut dire impopulaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est quand même devenu populaire de par notre participation à cette émission. Mais c'est vrai que la semaine qui a suivi ma sortie, en fait, j'étais plutôt bien protégée, puisque j'avais un garde du corps. On m'avait mis un garde du corps 24 heures sur 24
pour mes déplacements, pour mes sorties. J'étais à Ça doit l'hôtel. faire drôle, ça. J'étais à l'hôtel, oui, bien sûr, parce que déjà, vous sortez de la production, vous avez une limousine qui vous attend. Traitée comme une princesse. Les gens viennent à vous, les gens vous posent des questions, s'intéressent à vous. Je ne dis pas qu'avant on ne s'intéressait pas à moi, mais autrement, différemment. J'étais considérée comme quelqu'un d'important. Et c'est vrai que quand on est mis comme ça sur un piédestal, qu'on ne mérite pas finalement, en fait, on le vit parce que c'est du bonheur. Et vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai été prise parmi 80 000 personnes. Vous pensez que vous ne méritiez pas tout ça? C'est pas rien quand même d'arriver au bout d'un casting de 80 000 personnes. Mais les gens ont rarement insisté, en tout cas les médias ou les gens qui nous interviewent ont rarement insisté sur la façon dont on était arrivé jusqu'au bout. Pour eux, on était rentré dans un loft et qu'on n'avait fait que dormir et manger et qu'on ne méritait pas ce qui nous arrivait. Sauf qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un casting éliminatoire à chaque étape et qu'avant, on avait une vie et qu'on avait construit des choses et qu'on avait des loisirs, on avait des envies et qu'on avait tous envie de réussir dans ce métier quelque part. C'est pour ça que vous l'avez fait, le loft? Oui, c'est pour ça que je l'ai fait. J'avais pas du tout envie d'être célèbre. Pour moi, la célébrité, j'ai jamais été une petite fille qui a rêvé d'être célèbre, qu'on reconnaisse dans la rue. On vous l'a beaucoup reproché quand même, vous savez, d'avoir, vous particulièrement, en plus, voulu être célèbre, non? Non, on m'a surtout reproché d'être une fille avec un sale caractère, mais c'est vrai qu'on me l'a souvent accentué d'une manière négative. Donc on m'a donné une image qui était celle d'une fille arriviste, pas très sympathique, qu'on n'avait pas envie d'avoir comme copine, qu'on n'avait pas envie d'avoir ni comme voisine de palier, ni comme meilleure amie. Donc c'est vrai que quand vous sortez de là, les gens que vous rencontrez dans la rue voient tout de suite l'image négative qu'on a voulu dégager de vous, parce que dans une journée, dans le loft, il n'y a pas que des moments où on n'est pas bien. Il y a des moments où on parle aussi de politique, il y a des moments où on a parlé des sujets qui nous touchaient profondément. Et malheureusement, on nous a montré comme, je le dis vraiment, comme des crétins qui dormaient et qui mangeaient et qui foutaient rien de leur journée. Comment ça s'est passé justement? Vous êtes retournée, vous avez toujours habité là où vous habitiez, en Seine-Saint-Denis, c'est ça? Oui, parce que... Après l'hôtel et les gardes du corps? Oui, de toute façon, après une semaine, c'était clair. La production, c'était rentrer chez vous. Comment ça s'est passé déjà, en Seine-Saint-Denis, dans votre quartier? Déjà, tout le monde connaît quand même la réputation de la Seine-Saint-Denis. C'est clair que si j'étais rentrée dans les beaux quartiers du 16e ou à Neuilly, ça serait mieux passé. Oh, vous auriez certainement été très critiquée aussi. Oui, certainement, bien sûr, mais peut-être pas accueillie comme j'ai été accueillie. C'est vrai qu'on vendait votre numéro de téléphone? Oui, c'est vrai, mon numéro de téléphone dans la cité d'en face allait de 500 à 2000 francs. C'est terrible, ça. Il y avait mon numéro de maison qui était moins cher, bien sûr. Il y avait mon numéro de portable qui était plus cher. Quelles sont les critiques ou les agissements de vos voisins qui vous ont le plus choqué ou le plus fait mal? Le premier jour, quand je suis rentrée, c'était un soir. Là, j'avais très peur parce que déjà, quand je suis rentrée, j'ai trouvé des post-it collés sur ma porte avec des insultes à tout va. On insultait ma famille, on m'insultait moi. Bon, je les ai ramassés. Je me suis dit, bon, c'est des jaloux, c'est des méchants, tant pis. Je les ramasse, je les mets chez moi. Sauf que quand je suis rentrée chez moi, il y avait mon répondeur qui était saturé puisque mon numéro de téléphone tournait. Puisque les gens qui avaient votre numéro de téléphone, c'était forcément les amis ou les connaissances que vous aviez avant. Comment les gens se procurent votre numéro de téléphone? Donc voilà, et puis je suis rentrée, j'ai vu ces messages qui étaient des messages agressifs, d'une pire méchanceté, des menaces de mort. Là, des menaces de mort aussi? Ah oui, des menaces de mort. Moi, j'ai eu des malades qui m'ont dit, fais attention, si tu sors... Qu'est-ce que les gens vous disaient sur tous ces messages? Je ne sais pas si je peux dire des choses crûment sur le plateau, mais ça allait jusqu'à on va te faire ça, on va te faire ci, fais attention, regarde derrière toi quand tu sors, on sait où tu habites, on sait quelle voiture tu as. De toute façon, un matin, je suis rentrée, j'avais plus de capot, on m'avait piqué mon capot, donc je suis partie jusqu'au commissariat sans mon capot. Ouais. Oui, mais bon, c'est pas très grave, le capot, ça change. Mais ce qui est le plus grave, c'est que quand vous retrouvez des seringues usagées dans votre boîte aux lettres, des mots dégueulasses... Est-ce que le déferlement médiatique de cette émission méritait tout cela? Enfin, pour moi, non, puisque j'avais rien fait de mal. J'avais juste participé à une émission dans laquelle j'ai été médiatisée malgré moi. Pas tout à fait malgré vous, vous saviez où mettre. Oui, mais malgré moi, parce que je ne connaissais pas le phénomène. Donc je suis rentrée avec une naïveté. Je ne savais pas si j'allais ressortir et puis rentrer chez moi et reprendre mon boulot de commercial. Sauf que quand je suis sortie, je me suis rendu compte que c'était plus possible. De reprendre votre travail? De reprendre mon travail, oui. Et puis de toute façon, je le voulais pas. Oui. Je le voulais pas. Est-ce que vous avez eu des moments vraiment de désespoir pendant cette période? Oui, 6 mois après. Ça a commencé un petit peu à chuter. Le moral a commencé. Parce que le téléphone sonne moins, les gens s'intéressent moins à vous. Vous redevenez pas tout à fait quelqu'un de normal, parce que vous n'êtes pas normal, puisque vous êtes médiatisé, vous êtes quelqu'un de connu.
Et en fait, vous vous posez la question, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce métier? Je ne suis pas crédible, je ne suis pas considérée comme quelqu'un qui peut réussir dans ce métier parce que j'ai aucune crédibilité, parce que je n'ai pas fait 15 ans dans une école de comédie, je n'ai pas fait une école d'animation pour être animatrice, sauf que ce que j'avais fait avant, c'était 5 ans d'animation radio, et que moi, mon rêve, c'était d'être animatrice, et c'est tout. Et c'est vrai que suite à ça, les espoirs se sont un peu écroulés. On va dire qu'il y a une barrière qui se met déjà tout de suite. Dans le métier, vous n'êtes pas crédible, mais d'un côté, vous ne pouvez pas revenir dans votre vie normale et reprendre une vie normale, parce que là, les gens vont vous pointer du doigt et vont vous dire « Oh là là, Kenza, dis donc, t'es vachement tombée bas, tu reviens à ton boulot de commercial alors que tu as été médiatisée dans la France entière et qu'il y a eu des millions de téléspectateurs qui l'ont regardé. Dis donc, c'est vraiment un échec ce que tu as fait. » Et pour moi, je me suis dit, je ne peux pas, avec tout ce que j'ai fait, et avec ce casting que j'ai passé, et avec cette notoriété que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas baisser les bras. Et pourtant, vous avez tenté de baisser les bras? Oui, à plusieurs reprises, j'ai frôlé le suicide. Je suis désolée. C'est douloureux d'en parler encore de cette période? Pourquoi c'est dur? Excusez-moi, je vais essayer de me reprendre un petit peu. À qui vous en voulez le plus finalement, Kenza? Aux autres qui vous ont descendu, ou à vous finalement d'avoir accepté ou de ne pas avoir su gérer? Parce que c'est dur de gérer cette immense popularité. C'est pas évident de ne pas avoir toujours les réponses face à ça, de ne pas être fort, et comme vous aujourd'hui finalement, d'être un peu désarmé. Et c'est joli aussi d'être désarmé, mais c'est pas, on a souvent peur de le montrer. Est-ce que c'est ça qui vous embêtez quelquefois? Non, j'ai plus peur de le montrer, parce qu'avoir des faiblesses et puis ressentir les choses, c'est pas une faiblesse. Mais c'est vrai que, excusez-moi, je suis très émue. Parce que ça a été des moments aussi très difficiles, parce que ma famille aussi en a souffert. Mais je crois que... non, je ne m'en veux pas, parce qu'aujourd'hui, j'assume ce que j'ai fait, et c'est pas quelque chose de honteux, ce que j'ai fait. C'est pas quelque chose dont j'ai honte. Aujourd'hui, quand on me dit Kenza, ex-lofteuse, je leur dis pas non, je ne suis pas une ex-lofteuse. Oui, je suis une ex-lofteuse, mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que ça. Je suis une femme à part entière, j'ai des envies, j'ai envie de réussir quelque part. Et c'est vrai que vous êtes souvent jugé par rapport à une certaine attitude, par rapport à une personnalité qui n'est pas la vôtre. Et malheureusement, vous êtes obligé de faire avec. Vous avez depuis écrit un livre sur Bagdad. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque le plus dans cette période de célébrité que vous avez connue? Vous l'êtes toujours, puisque Kenza, tout le monde sait qui c'est en France. Vous êtes invitée sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce que vous regrettez peut-être? En tout cas, cette expérience, ça m'a permis surtout de faire une chose, c'est de faire le ménage au niveau de mon entourage. Vous avez perdu beaucoup d'amis? Ah oui. Ah oui, pratiquement tous. Il m'en reste une, qui est ma meilleure amie, qui est justement la voisine de palier à qui j'avais confié mes affaires à l'époque quand je suis partie dans le loft. Et je lui dis, écoute, tu t'occupes de mon courrier et tout. Et c'est la seule qui ne m'a pas jugée et qui n'a pas essayé de comprendre les raisons pour lesquelles j'avais participé à cette émission. Et qui m'a acceptée comme je suis, et avec mes envies, avec mes erreurs, puisqu'on fait des erreurs aussi dans la vie. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de formidable. Voilà. Elle s'appelle Véronique, c'est vraiment une très bonne amie. Alors Kenza, on va dans quelques instants discuter avec David Lelay, qui est journaliste et qui a écrit Les impostures de la célébrité. Mais avant, je voudrais faire venir sur ce plateau quelqu'un qui a été extrêmement célèbre pendant 7 ans. Tout le monde se souvient de son prénom. Un prénom aussi, vous Kenza, elle Douchka. Elle a été l'ambassadrice de Disney pendant 7 ans. Je vous propose de l'accueillir. Voici Douchka. Douchka, bonjour. On avait quitté une petite fille blonde ambassadrice de Disney. On retrouve une maman de 37 ans avec 3 enfants aujourd'hui. Quel souvenir vous gardez de cette expérience chez Disney? Douchka, c'est vraiment un prénom, tout le monde connaît. Hein. C'est gentil, merci. Mais quelle expérience je garde? Je pense que c'est d'abord une expérience très positive. Je pense que quand on a la chance de faire ce métier et d'exister et de représenter un public, c'est une grande chance. Parce que quelque part, c'est magique. C'est un métier qui est magique, où on doit donner beaucoup, mais on reçoit énormément. Donc je pense qu'à partir du moment où on a la chance d'exister en tant que célébrité, c'est déjà un plus dans l'existence. Mais c'est vrai... Vous avez connu 7 ans de célébrité. Est-ce que vous aviez aussi un traitement un peu comme Kenza? Vous étiez traitée en vraie star, les limousines, les gardes du corps, les grands hôtels, les choses comme ça?
Oui, non, moi j'ai pas connu les limousines ou les grands hôtels, bien sûr, mais bon, moi j'ai travaillé un petit peu en famille. Bon, j'avais un producteur qui était mon beau-père. C'est vrai qu'on travaillait en équipe. Ça a été une expérience très enrichissante. C'est vrai que j'ai été portée au devant, surexposée. Je n'ai fait que travailler pendant 7 ans. J'ai tourné toute la France, tous les pays francophones. Je n'avais pratiquement pas de vacances, ni de vie privée d'ailleurs. Ma vie privée, c'était le public. Et voilà, et mon travail. Mais ça a été une expérience qui a été en même temps hyper positive et en même temps, à l'arrivée, entre guillemets, hyper négative. C'est-à-dire, pourquoi ça a été hyper négatif? Parce que je pense que quand on ne prend pas le temps de se regarder et de se voir grandir, déjà quand on quitte le lycée à 16-17 ans, et puis que du jour au lendemain on est disque d'or et qu'on n'arrête plus et qu'on tourne comme ça dans un tourbillon de sunlight, on n'a pas le temps de grandir. Et je crois qu'à cet âge-là, on a énormément besoin d'évoluer et de mûrir sa personnalité. Voilà. Donc je pense que moi, j'ai pas eu le temps de tout ça. Et au bout de 7 ans, je me suis réveillée en me disant qui je suis, où je vais. Donc vous avez en quelque sorte cassé votre jouet, puisque c'est vous qui avez décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter pour me consacrer à ma vie privée parce que je crois que ça me tenait à cœur. J'avais envie de créer ma cellule, mon foyer, mon cocon. Peut-être que ce que je n'avais pas eu le loisir de faire, puisque mon univers, c'était celui des autres et celui de Wally. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, je me suis, entre guillemets, réfugiée dans le mariage et la maternité. Donc j'ai eu le grand bonheur d'avoir 3 enfants successivement. Là aussi, j'ai fait une boulimie d'intimité, puisque j'ai eu 3 enfants en 3 ans et demi. Donc c'était assez révélateur aussi de l'excès que j'avais fait de la surexposition d'avant. Et j'ai eu envie de faire ces enfants parce que pour moi, ça sortait de moi, c'était quelque chose... Bon. Est-ce que globalement, vous avez voulu casser votre image? Est-ce qu'il y a des moments où vous ne pouvez plus vous supporter en peinture? Disons que l'image de Douchka avec les enfants, c'était mais vraiment, je n'en peux plus. Quoi. Mais en fait, l'image, au départ, quand mon producteur, qui était Mémé Ibak, m'a sorti le kilt et les chaussettes, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vas pas me faire ça. Mais aujourd'hui, j'en rigole, parce que d'abord, c'était très sympathique. Et puis, quand je vois les danseuses aujourd'hui avec leur mini kilt et leurs chaussettes jusqu'à là, je dis que finalement, on était déjà... avant-garde et que c'était un côté sympa et collégien et que voilà, quoi, c'était dans le ton. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais envie de faire autre chose. Parce que quand on est artiste, le problème, c'est qu'on a envie d'évoluer. Et Kenza m'a énormément touchée parce qu'aujourd'hui, elle voudrait exister, se réaliser en tant qu'artiste, en tant qu'animatrice. Et c'est vrai qu'elle est victime d'un système. Et à un moment donné, ce système devient tellement oppressant, il y a tellement de gens qui sont concernés autour que tout d'un coup, l'artiste est complètement étouffé dans sa bulle. C'est-à-dire que vous n'êtes plus que Douchka. En fait, c'est ça. On n'est plus qu'une petite marionnette que les gens sont habitués à avoir avec des personnages. Et puis, on oublie qui on est. Et c'est vrai qu'un artiste, on n'est pas fonctionnaire de ce métier. C'est comme un comédien qui jouerait le même personnage, le même rôle pendant 7 ans. Il deviendrait fou, le comédien. Il y a des comédiens qui s'en sortent très bien. Hein. Regardez Navarro. Navarro, oui, mais Navarro, Roger Hanin, il n'a pas fait que ça dans sa carrière. Et vous, c'est ça qu'on vous reproche et c'est ça que vous n'aimez pas. Comment est-ce que ça se passe justement aujourd'hui? Comment vous vivez l'arrêt de cette célébrité? Moi, j'ai la chance, entre guillemets, l'arrêt de la surmédiatisation, je le vis pas mal, parce que c'est vrai que quand on est surmédiatisé, ça peut être oppressant aussi, quand on ne peut pas acheter une baguette de pain sans signer 10 ou 15 autographes, ou qu'on est paparazzité en permanence et tout ça, c'est quand même un peu pénible à vivre. Moi je l'acceptais parce que ça faisait partie de l'envers du décor et qu'il fallait accepter cette chose-là. Aujourd'hui, moi je suis ravie quand les gens, et ça me donne beaucoup de bonheur, et les gens, je voudrais remercier le public parce que vraiment, ce qui m'a peut-être donné la force de tenir et de me battre et d'aller jusqu'au bout, c'est les gens qui venaient me voir, me disaient « Mais Douchka, vous chantez plus, on vous aimait tellement, tout ça. Et ça, c'est tellement important parce qu'on sait que quelque part, on existe toujours dans le cœur du public et des gens et des autres. Et on a envie de refaire quelque chose, ne serait-ce que pour ça. Bien que les gens du métier puissent dire « Oui, elle est finie » ou machin. Bon, aujourd'hui, le problème se pose plus peut-être de la même façon parce qu'il y a un revival des années 80, parce que c'est justement, il y a une nostalgie. Et vous avez le sentiment que vous pourrez, si vous voulez continuer à changer cette image de Douchka, ou pour les gens, les artistes, vous serez toujours Douchka?
Je pense qu'il faut assumer déjà ses choix et son parcours, il faut assumer son image, mais je pense qu'après, c'est en fonction de ce qu'on arrive à donner au présent, c'est-à-dire demain, là je vais partir après-demain enregistrer des maquettes. Parce que vous avez rencontré Francis Lalanne, qui est un chanteur qui vous marque beaucoup et avec lequel vous allez travailler. Vous travaillez déjà, hein, c'est ça? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Francis, c'était en 96, et il m'a aidé à sortir un recueil de poésie, etc. Il m'a encouragé à le faire, et ça a été très important parce que c'est à ce moment-là précisément dans ma vie, je venais de me séparer de mon mari, j'étais seule avec mes 3 enfants, j'avais plus rien, j'avais plus de carnet d'adresse, j'avais plus rien du tout, j'étais seule de chez seule. Et c'est lui, à cette période-là, en tout cas, qui m'a donné confiance pour me réaliser en tant qu'artiste. Vous aviez perdu confiance à un moment? Ah bah c'est clair que disons que perdu confiance. J'ai toujours eu le sentiment intérieurement que peut-être j'avais une destinée comme ça. Maintenant, je ne sais pas, l'avenir le dira si je me suis trompée ou pas, mais que peut-être j'avais la chance de pouvoir faire un chemin comme ça, un parcours et une carrière une longue carrière. Maintenant, c'est très difficile, assurément, de savoir à 100% si on va avoir la chance et l'opportunité de revenir. Parce qu'après, c'est une question de locomotive artistique et c'est une question de choix, de ne pas se tromper. David Lelay, vous avez donc écrit Les impostures de la célébrité. Vous avez entendu le témoignage de Kenza, puis celui de Douchka. Douchka, elle a voulu casser son image. Est-ce que c'est facile quand on est un artiste qui... 7 ans quand même de popularité, de célébrité. On ne peut pas, on est obligé de partir. Est-ce qu'on peut casser son image comme ça, ou est-ce qu'on est prisonnier à vie de son image? On ne peut évidemment pas casser son image, on ne peut pas oublier son passé, on ne peut pas le faire oublier surtout. Moi, ce que j'ai envie de dire, parce que ces 2 témoignages sont tout à fait éclairants, c'est que la célébrité implique une relation humaine totalement monstrueuse. Vous ne connaissez pas les gens qui sont en face de vous, qui sont de l'autre côté de la télévision, et tout le monde vous connaît. Donc ça implique une relation humaine avec les autres qui est totalement décalée. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le public n'aime pas la personne célèbre en tant que personne, mais uniquement en tant que célébrité. La personne célèbre n'est qu'une image. Donc Kenza, qu'est-ce qu'elle représente pour le public? Eh bien, la lofteuse, la grande gueule du loft. Et puis Douchka, c'est éternellement la petite fille qui nous a fait rêver en chantant Mickey. Et effectivement, le public a énormément de mal à passer d'une image à une autre. Moi, quand je vois Douchka, je pense aux enfants stars, par exemple. Je pense à Shirley Temple, à Judy Garland, etc. Ce sont des femmes qui ont effectivement eu beaucoup de mal à exister autrement. Oui, mais pour prendre ces exemples-là, il y a aussi, par exemple, Romy Schneider, qu'on voulait contenir dans le personnage de Sissi. Et qui a tapé le poing sur la table, il a dit non, stop, tout à fait, vous avez je tout veux à fait faire raison. quelque chose. Je pense à Bruel aussi, qui a voulu casser son image après avoir cassé sa voix. Et finalement, mais il a connu une grosse traversée du désert aussi. Mais Brigitte Fossé, par exemple, a fait Jeux interdits toute petite et elle a ressuscité. Mais il faut, en tout cas, je pense, intégrer cette célébrité du départ. Effectivement, Douchka a raison quand elle dit il faut que j'assume ce que j'ai été. Kenza doit assumer aussi, comme elle le disait, son statut d'ex-lofteuse. Mais je pense que cette célébrité qu'elles ont eue entre guillemets prématurément, enfin d'une autre façon, est peut-être plus un handicap qu'une aide. Parce que je pense que la célébrité est très très lourde et ça peut vraiment être un fardeau pour beaucoup de gens. Oui, Douchka. Ce qui est très, très surprenant, en tout cas dans notre métier, c'est que les gens oublient après, pour peu qu'il y ait un retour qui se fasse, les gens oublient. On oublie par exemple que France Gall, pendant 10 ans, avant de rencontrer Michel Berger, elle était dans l'ombre totale. Et quand le succès arrive de nouveau, les gens oublient carrément les périodes. Mais je crois que dans toutes les carrières, ce que je veux dire par là, c'est que dans toutes les carrières, il y a des moments comme ça, des hauts et des bas. Et à soi, en tant qu'artiste, à soi-même, de s'imposer et de faire les bons choix pour continuer d'exister et d'évoluer. Et de changer peut-être l'image, mais ça, on va continuer à en parler avec David Lelay, parce que c'est ça qui compte et c'est ça qui a l'air difficile, en tout cas dans vos parcours. On va accueillir maintenant, puisqu'on parlait de chansons, quelqu'un qui a connu un énorme succès musical en 75 et les années qui ont suivi avec le groupe Il était une fois. Je vous propose d'accueillir Richard De Witt. Vous êtes venu avec votre trophée. L'original du premier disque d'or de J'ai encore rêvé d'elle en 75. C'est quand vous regardez ce disque d'or aujourd'hui, vous êtes dans quel état? Nostalgique? Heureux? Ah non, pas du tout nostalgique. Pas du tout? Mais non, parce que c'est ma plus belle aventure de musicien de toute ma vie. Hein. Il était une fois, c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Hein. Moi, j'ai commencé à faire de la musique dès l'âge de 16 ans. J'ai fait des groupes, j'ai accompagné des chanteurs célèbres, j'étais batteur.
Et il était une fois est arrivé, Avec Joël et Serge. absolument, sans avoir prémédité tout ça. Et puis il y avait un créneau de libre. Et on s'est engouffré dedans, voilà. Alors, vous vous êtes engouffré dedans une fois, mais ça a recommencé en plus. Hein. Il n'y a pas eu qu'un seul succès. Non, bien sûr, on a fait... Il y a eu des Notre années carrière a de- duré 8 ans. Hein. Alors, 8 ans de succès, comment est-ce que vous avez vécu ce succès-là? C'était un tourbillon aussi. C'était Ah oui, les oui, sorties oui. tous les soirs, le champagne, les pas- concerts partout, les filles, tout. Moi, on m'a souvent reproché de ne pas être assez mondain, vous voyez. C'est-à-dire on était tellement Sollicité. accaparés par les... On faisait plus de 200 galas par an. Quand on rentrait de gala, il y avait les télés, il y avait des radios, des photos, des interviews. Moi, il fallait que je compose de nouvelles chansons parce que je faisais toutes les musiques du groupe. Donc c'était un travail 24 heures sur 24, quoi. Quel est votre plus beau souvenir de célébrité? Il y en a eu des tas, il y en a eu tellement. On me demande des anecdotes, mais il y en a eu tellement, des merveilleuses, des extraordinaires. Mais bon, vous avez bien des images quand vous repensez à cette période, des Oui, images. oui, je me souviens du premier Olympia qu'on a fait avec Adamo et Stone et Chardin, par exemple. On avait l'orchestre de Jean Musy derrière et les musiciens de l'opéra. C'est un trac, c'est terrible, quoi. Et puis ensuite, on a refait quelques années l'Olympia avec Joe Dassin en co-vedette. On se partageait la vedette. Et là aussi, c'était un moment extraordinaire, quoi. Ça, Est-ce que quand on vit des moments aussi forts, justement, l'Olympia pour un artiste est fantastique, est-ce qu'on se dit je peux mourir demain ou pourvu que ça continue? Non, on se dit pourvu que ça continue. Mais bon, Est-ce qu'on se dit justement que ça peut s'arrêter demain ou que ça ne va jamais s'arrêter? On est dans quel état d'esprit? on pense pas, quand on est en pleine euphorie, en plein boulot, on pense pas une seconde que ça va s'arrêter, bien entendu. Bon, et puis les choses, peu à peu, se dégradent un petit peu. On commence à se disputer entre nous, on a moins la foi, on est fatigué surtout. Hein. Le groupe s'est arrêté parce qu'on était épuisé, quoi, vraiment, sincèrement. Et donc, là, le virage est beaucoup plus difficile, quoi. Hein. Qu'est-ce qui a été difficile? On se retrouve tout seul, en fin de compte. Je prends l'exemple de Joël. Là, elle était persuadée, comme moi d'ailleurs, dans la carrière solo que je voulais entreprendre, que le non-succès était impossible, si vous voulez. Puisqu'avec le groupe, on n'avait connu que le succès. Ça, c'est très vrai. Oui. Oui, Ça, voilà. c'est très vrai, parce que je Donc, me souviens... on se dit, si je vais faire un album, j'ai fait un album, j'ai mis 1 an à l'enregistrer, j'ai enregistré à Londres avec les musiciens d'Elton John, les choristes de Joe Cocker, on a mis vraiment le paquet. Et je me suis planté. Ça a marché très très bien au Québec. Mais enfin bon, j'y suis allé plusieurs fois. Non, mais j'adore les Québécois. On ils sont salue les extraordinaires. Québécois qui reçoivent Absolument, ces bons choix. Ils m'ont fait un accueil, alors qu'en France, bon, mon disque, il est passé comme ça. Vous quoi, l'analysez comment, justement? Puisque vous dites, j'aurais jamais pu imaginer que ça s'arrête. Comment Vous avez compris? Ah oui, j'ai compris. Douchka, vous avez compris? Ah oui, moi j'ai compris ma douleur parce qu'en fait je disais à mon producteur, mais comment, moi je vais avoir des enfants, je suis en âge d'avoir des enfants, et puis bon, c'est bien de chanter et tout, mais d'être une maman c'est quand même formidable et tout. Et puis je veux 3 enfants, je ferai mes 3 enfants et je reprendrai ma carrière après. Il me regardait comme ça, il me disait, ah tu crois que c'est comme ça toi? Oui, c'est un Parce peu que je parlais caprice comme de... dans un livre, c'est pas Voilà, du tout voilà. comme ça dans la réalité, c'est un métier, on est comme les sportifs. Si on n'est plus au devant, on n'est plus dans les starting blocks, la place faut elle est toujours prise. être de... hein. À l'instant T, elle est prise par quelqu'un d'autre. Donc je veux dire, bon, il faut rester dans la course. Aujourd'hui, vous continuez votre musique, vous Bien faites sûr. beaucoup de galas. Bien Est-ce sûr. que vous êtes nostalgique néanmoins de cette période d'extrême célébrité, de grande médiatisation? Très honnêtement. Je mentirais si... Non, je ne peux pas être nostalgique, dans la mesure où il était une fois, continue à marcher. Hein. J'ai un bol fou, quoi. C'est-à-dire que 30 Oui. ans après avoir fait cette chanson et les autres, ça passe toujours sur les radios, je fais des télévisions, je fais des galas... et je défends, si vous voulez, je suis un peu le gardien de la mémoire de Joël et du groupe, avec Serge Collen, le parolier, qui était l'ami de Joël. Tous les deux, c'est notre patrimoine, si vous voulez, et puis on le défend, quoi, voilà, Ouais. c'est tout. Hein. C'est amusant, David Lelay, ce qu'il dit, Richard, il dit, je suis le gardien de la mémoire, Oui. comme si on était prisonnier finalement d'une image et qu'il fallait surtout pas en sortir. Et en plus, il dit, il faut pas s'arrêter. Hein, parce Attendez, je vous ai pas dit, c'est qu'à une époque, je voulais en sortir, dans les Oui. années 80, le groupe était, bon... Les médias ne nous avaient pas pardonné de nous arrêter, les gens non plus n'avaient pas compris. Donc, je me suis trouvé entre 85 et 92, disons, dans un trou. Alors, vous aussi, vos amis j'ai vous ont touché plus le fond. parlé, Ouais, vos tout petites s'en amies mêle sont dans ces moments-là. parties. Plus de fric, plus de gala, ma copine avec qui je vivais depuis 10 ans se barre, enfin tout, la totale. J'ai fait une tentative de suicide, j'étais très 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 mal, mais vraiment très mal.
Et puis, heureusement, j'avais conservé des vrais bons amis, comme Karim Kassel, que je peux citer, Smaïn, qui est devenu ensuite la star qu'on connaît, qui m'ont dit, écoute, mon pote, tu vas arrêter tes conneries, tu vas venir avec nous, on va te sortir, on va te rencontrer les gens, faut arrêter de rester tout seul chez toi à boire du Porto pour Mais vous dormir. disiez quoi? Ça vaut pas la peine de vivre si ça peut pas être aussi fort qu'avant, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que quand on a tout ce qu'on avait de plus précieux s'en va, qu'on se retrouve... on a l'impression d'être coupé en deux, si vous voulez. Hein, et moi, je vivais ça Douchka, très Kenza. mal. Non, je disais juste que ce qui nous réunit, on n'a pas encore rencontré les autres témoignages, mais déjà ce qui nous réunit tous les trois, c'est la solitude aussi. Je crois qu'on a aussi eu des moments de solitude très difficiles, oui, absolument. très très durs. C'est pas parce qu'on est connu qu'on a beaucoup d'amis. Au contraire, c'est plus on est connu et moins on a d'amis. Ah oui. David Lelay, alors, il ne faut surtout pas s'arrêter. Oui, sans doute, mais ce qui est intéressant, c'est que dans de la célébrité, il y a toujours des vestiges, finalement. Effectivement, la chanson « Il était une fois », les chansons de Douchka, elles demeurent, et finalement, il y a toujours un capital de sympathie, un capital de célébrité qui donne encore vie. Je veux dire, effectivement, il était une fois, ne meurt pas, et vous existez encore avec ce capital-là. Et ça, c'est une grande chance. Je pense que pour la nouvelle génération, je ne pense pas forcément à Kenza, parce que Kenza, c'est Qui ne chante pas. Hein, qui chante pas, mais elle est la première génération de Lofter. Mais tous les gens qui arrivent là, de ces nouveaux... Mais disque d'or quand même, avec le disque d'or. Hein, mais vous n'étiez pas... De du diamant, vous même, étiez ouais. plutôt... Mais de toute la nouvelle génération de célébrités qui proviennent de la télé-réalité, je pense que, par contre, là, ils disparaissent sans rien derrière eux. Ils n'ont pas de chansons, ils n'ont pas de films qui marquent les esprits. Et vous deux, c'est une force énorme que ce capital, que ces chansons. Ah oui, voilà, absolument. Mais vous avez entendu, David disait aussi, moi je pensais absolument pas qu'un jour ça pourrait s'arrêter. J'avais même pas imaginé Mais bien que ça sûr. pourrait ne plus marcher. Tout à fait, mais vous êtes dans la sphère du sacré. Au moment où vous êtes une star, vous êtes dans un petit monde parallèle qui vit en dehors du reste du monde. Vous êtes les élus. Vous C'est êtes vrai les que élus. dans l'Antiquité, on avait des idoles, et Mais aujourd'hui, exactement. c'est un peu les chanteurs, les acteurs. C'est vrai que on est un petit peu... Tout à fait. L'homme moderne ne vénère plus des dieux de pierre et de bois, mais des êtres de chair et de sang. Et les célébrités sont les dieux des temps modernes. Voilà. Et on a eu la chance, en l'occurrence nous deux, de rester, nos chansons sont restées dans la mémoire collective, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que de génération en génération, les parents qui ont aimé Jean Corrévedel, qui se sont connus dessus la plupart du temps, par exemple, ou sur les chansons de Douchka, apprennent les chansons à leurs enfants qui viennent nous voir en gala. Moi, je le vois, à chaque fois que je fais les galas, les mômes, ils ont 8 ans, ils allument leur briquet, ils chantent avec moi Jean Corrévedel, ils connaissent ce texte par cœur. Ouais, c'est vrai que ça se transmet de génération en génération. C'est ça qui est extraordinaire. Un bien fou, quoi. C'est génial. Et On va accueillir à présent une jeune femme qui symbolise à travers elle et toutes celles qui l'ont précédée et qui la succéderont l'image de la féminité, l'incarnation de l'idéal féminin. Il s'agit d'une Miss France, Peggy, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Zlotkowski. Peggy, bonjour. Bonjour. Vous êtes Miss France 1989. Eh oui. Et vous vous êtes fait connaître parce que ces images, elles font le tour de toutes les télévisions depuis par ça. Ça, c'était en 1989. Ces images... Tout à l'heure, on disait avec Douchka, prisonnier de son image. Est-ce que vous êtes quelquefois prisonnière de cette image-là? Eh oui. C'est Peggy égale ça. Je suis la mise qui est tombée dans les pommes, Oui. en fait. Donc, voilà. Je suis contente, hein, parce qu'il n'y en a qu'une. Et Oui, c'est moi encore c'est vous. jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est difficile, parce que c'est toujours associé à ça, en fait. Pourquoi c'est difficile? Mais le fait d'être tombé dans les pommes, en fait, on monte toujours en train de tomber dans les pommes, et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui va me poursuivre jusqu'à la fin de ma vie, la mise qui est tombée dans les pommes. Et voilà. Des fois, c'est dur à supporter, cette image-là? Quand j'ai été Miss France, ça a été difficile parce que j'étais celle qui était tombée dans les pommes, donc ma célébrité a été due à ça. Pardon ? Non, je rigole. Ma célébrité a été due à ça, puis en plus c'était la 3e année télévisée pour l'élection de Miss France, donc la Miss n'était pas encore médiatisée, et le fait que je sois tombée dans les pommes... C'était un bon coup médiatique, ceci dit, Oui. mais vous ne l'avez pas fait exprès. Et je ne l'ai pas fait exprès. Alors il y a eu des mauvaises langues, je voudrais le rectifier d'ailleurs, qui ont pensé que j'avais fait exprès. Ah, pas à l'époque, ça n'existait pas de faire exprès à la télévision.
non, Péguy. et non, j'aurais pas pu le faire exprès parce qu'il aurait fallu que je sois une superbe comédienne pour pouvoir tomber comme ça à la renverse. C'est impossible. Je pensais pas que ça allait être moi qui allait être élue. Je pensais que c'était celle qui était à côté de moi. Et ça vous est quand tombé dessus. on m'a annoncé ça, j'étais tellement surprise. Bien, j'ai eu un malaise vagal et voilà. Vous avez donc vécu une année, je suppose, absolument fantastique, cornaquée par Geneviève de Fontenay. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Tout le monde a parlé de tourbillon, et bien c'était ça, c'était un vrai tourbillon, c'était des galas, c'était beaucoup de manifestations, et puis les gens voulaient voir cette Miss qui était tombée dans les pommes, donc on voulait me toucher, voilà, comme si j'étais en fait une extraterrestre qui était... Comment c'était C'est vrai. le témoignage de sympathie des gens? Comment ça se passait? Oh, vous savez, moi j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans et 9 mois lorsque j'étais élue, donc j'étais très naïve, j'étais très adolescente, toute jeune, donc je ne m'en rendais pas compte, mais tout le monde m'adorait, tout le monde venait me voir, on disait que j'étais jolie, la Miss qui tombait dans les pommes, enfin, non, le public était toujours très gentil, vraiment. Tous les galas C'était agréable? Oui, j'ai vraiment vécu une année formidable. Et de quoi vous rêviez à l'époque comme carrière pour vous, quand vous étiez en plein dans le tourbillon? Eh bien, moi, justement, je pensais qu'à la suite de ça, j'aurais pu avoir une ouverture artistique. Donc, peut-être ça m'aurait plu qu'on me propose de faire du cinéma ou des photos, peut-être un peu plus de mannequinat, des choses comme ça. On vous a rien proposé? Et non, parce qu'en fait, c'était pas l'époque. C'était populaire à l'époque, en 1989. Et bon, je savais que ça durait qu'un an. Pardon ? C'était pas chic d'être Miss France? C'était pas médiatique. C'était pas médiatique comme maintenant, parce que maintenant c'est vrai qu'il y a un pouvoir médiatique énorme auprès de ces Miss. Alors que moi, mon année, c'était populaire. En fait, j'étais au courant. Hein, je savais que ça allait durer qu'un an, mais je pensais qu'après on allait me proposer des choses. Et puis non, ça ne s'est pas fait comme ça. Comment est-ce que vous avez vécu le retour à la vie normale? Est-ce qu'un jour, comme Kenza, vous êtes rentrée dans votre petit appartement et là tout est tombé? Pas dans mon petit appartement, parce que moi j'étais en première quand j'étais élue. Chez papa-maman alors? Et oui, j'étais chez mes parents et ma mère me disait quand même qu'il fallait au moins passer son baccalauréat. Donc moi j'ai remis ma couronne en décembre 89 pour l'année 90 et puis pendant 6 mois j'ai bossé pour avoir le bac et je ne l'ai pas eu. Et en fait ça a été une sacrée déception parce que jusqu'alors je n'avais jamais redoublé aucune classe. Donc j'ai pas eu mon bac, ça a été horrible pour moi. Et donc, j'ai redoublé ma terminale, j'ai passé mon bac, je l'ai eu, et puis après, j'ai fait un BTS parce que rien ne se proposait à moi. Et comme j'avais décidé de rester en province, eh bien, en province, on ne vit pas de défilé. Est-ce que vous avez eu des gros coups de désespoir? Ah bah vous aussi? Oui, j'ai eu des moments de doute. Richard disait qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours, Kenza également. Est-ce que vous avez vécu cette Non, mais par plongée? exemple, quand ça n'allait, je me rappelle à une période où ça n'allait pas, j'avais un peu grossi. Vous voyez, j'étais pas très bien dans ma peau. Je me demandais qui j'étais, Péguy, Miss France, Péguy. Enfin, j'étais un peu. Puis j'étais jeune, quoi, surtout. Donc maintenant, c'est plus pareil. J'ai 31 ans, donc j'ai une autre vision de ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, vous travaillez dans une entreprise Non, pharmaceutique? je ne travaille pas, justement. Ah, vous ne travaillez pas? Et non, je suis pour l'instant au chômage technique, on va dire, Oui. et donc je ne travaille pas. C'est agaçant, Même justement. dans le travail, c'est pas facile. Pourquoi? Dans le travail, c'est pas facile, parce que moi, justement, après le BTS, il a fallu que je travaille rapidement pour pouvoir vivre. Et bien, quand on commence à travailler à 21 ans et qu'on a un passé de Miss, on n'est pas toujours crédible. C'est ce que disait Kenza. Kenza disait, je ne pouvais pas reprendre mon travail, ça serait impossible aujourd'hui de prendre un travail normal. Moi, c'est encore pire, parce que là, ma mère récemment cherchait du travail, parce qu'elle a fermé aussi son magasin suite à beaucoup de problèmes. Quand elle allait passer des entretiens avec les gens bien sûr la reconnaissaient. Ils passaient la moitié de l'entretien à lui parler de moi et de ce que je faisais en ce moment, au lieu de lui proposer du travail. Et c'est vrai qu'il y a eu des réponses négatives à cause de ça. Et voilà. Donc c'est compliqué, très compliqué. Est-ce que vous aussi, vous vivez ça de manière compliquée, le fait de ne pas avoir de travail et... En fait, là, la situation que je vis actuellement, c'est un peu particulier. J'ai travaillé pendant 10 ans. Là, c'est un peu particulier ce que je suis en train de vivre. Mais lorsque j'ai commencé à travailler dans l'industrie pharmaceutique, je me rappelle que j'ai été vitesse médicale. Lorsque j'allais voir les médecins, ils ne m'écoutaient pas en tant que professionnelle de ce métier. Voilà, quoi. Et regardez votre plastique. Et oui. Les médecins, c'est pas bien. Hein.
David Lelay, qu'est-ce que ça vous inspire, l'histoire de Peggy? Est-ce qu'elle s'est trompée d'époque? Puisqu'aujourd'hui, les Miss sont adulées et font des carrières. Sophie Talman. Oui, c'est sûr que Peggy est arrivée Sonia juste avant Rolland, la Elodie surmédiatisation. Gossuin. Oui, tout à fait. Elle est arrivée juste avant la surmédiatisation des Miss. Mais je trouve très intéressant ce qu'elle disait sur le fait qu'elle soit tombée dans les pommes. Parce qu'effectivement, une personne célèbre n'a qu'un seul visage, n'existe que par une seule image. C'est terrible ce que vous dites. Mais oui, c'est terrible. Mais c'est comme ça. Eh C'est qu'il y a énormément de gens célèbres et que dans l'esprit du public, cette personne célèbre n'a qu'un seul visage. C'est Anne Sinclair qui dit souvent qu'on la reconnaît toujours pour ses pulls, Mais pour dont ses on ne pulls, citera mais- plus la marque, mais que finalement, il vaut mieux avoir une image que de ne pas en avoir du tout. Tout c'est à ça fait, mais je pense aussi à mon amie Mireille Mathieu qui me disait mais mes cheveux, c'est très très important. Et quand j'ai coupé mes cheveux, les gens me disaient mais à un moment, vous savez, elle a essayé la Louise Brooks, la coupe Louise Brooks, et les gens lui disaient mais pourquoi vous voulez changer? C'est plus Claire vous. Chazal aussi qui ne peut pas changer de look, parce qu'à chaque fois qu'elle se tire les cheveux, il paraît que tous les téléspectateurs l'appellent en disant dites donc, il ne faut pas changer votre coupe Mais de cheveux. oui. C'est terrible, on est vraiment Mais prisonnier de attention, son vous ne image. pouvez plus non plus. Ah mais moi je change tout le temps. hein. Non, mais en brosse, c'est pas possible. Non, donc forcément, quand on est célèbre, on est finalement prisonnier du public et de cette image. Et c'est effectivement dangereux. Allez, on va accueillir maintenant un garçon qui a connu la célébrité à la suite d'un énorme tube. Je vous propose d'accueillir Boris. Bonjour Boris. Alors vous, il y a Soirée Disco, Soirée disco. Ouais. Miss Camping, Énorme. moi j'adore, 96. C'est 2 titres qui ont été classés au top 50 en moins de 3 mois. Vous avez vendu combien de disques? Sur Boris, à peu près 1,2 million. Et vous, Douchka, combien de disques aussi vous avez vendus? Sur toute ma carrière, je ne sais pas, entre 6 millions de disques, je crois, environ. Oh, c'est énorme. Et vous, Richard, comptez même plus? Non, parce que ça continue, alors je sais plus. Alors, Continuez j'ai à jamais acheter. compté, franchement, mais beaucoup de disques de platine et d'or, en tout cas. Vous étiez animateur radio et puis un jour vous avez lancé le personnage de Boris. Boris est devenu vite une star grâce à d'autres animateurs radio, dont Max, Arthur aussi, qui vous ont lancé. C'est devenu un énorme succès, diffusé en boucle toute la journée. Quel souvenir vous gardez de cette époque? C'était pas si loin que ça, vous, c'est 96. Non, hein. c'est pas très vieux, j'en garde un énorme souvenir, c'est quelque chose qui m'a propulsé au devant de la scène. J'avais pris l'habitude, en ayant fait un premier groupe en 1991, qui avait fait déjà un top 50, mais qui était resté 15e. Ça s'appelait Le Dormeur doit se réveiller. Mais en 96, j'arrive vraiment là, je débarque, toutes les radios me jouent. Je passe en télé, je deviens numéro 1 du top 50 avec Soirée Disco et numéro 1 ou 2 avec Miss Camping 3 mois plus tard. Miss Camping, trop Et là, c'est énorme parce que tout vous tombe dessus. Vous rentrez dans le club très, très, très fermé des invités. Ceux qu'on invite tout le temps à côté des Obispo, des choses comme ça. Et c'est énorme pour moi parce que j'en garde un souvenir qui m'amuse toujours parce que je me suis dit, j'ai fait 2 top 50 et je n'ai jamais chanté vraiment. Parce qu'en fait, je racontais une histoire, j'étais un narrateur. Alors, je rentrais dans ce club aussi des chanteurs, c'était pas facile, quoi. J'étais plus ou moins bien vu, mais enfin, bon, pour moi, c'est un souvenir énorme parce que tout change pour vous, quoi. On va avoir quelques images que vous nous avez ramenées de cette époque-là, qui n'est pas si lointaine. On va peut-être les commenter ensemble, si je les ai sur le plateau. Voilà. Ça, c'est vous qui vous êtes filmé, vous nous avez ramené ces images. Hein. Ça, c'est en boîte. Voilà. C'est le déchaînement des jeunes filles en discothèque. Vous avez connu ça, Richard? Ça vous rappelle des bons mais il connaît souvenirs, hein. encore, Richard, oui, plutôt. Ouais, ça c'est en plein succès. Vous savez, quand vous passez à la télé, c'est énorme. Ça, c'est l'effet télé qui fait que c'est l'hystérie quand vous... Ça vous rappelle aussi la sortie, Kenza? Sauf que c'est vrai, le comportement vis-à-vis de nous, les lofters, et manquait de respect quand même. Nous, on avait vraiment aucun respect vis-à-vis de nous. C'était vraiment, alors je te tutoie tout de suite, comme si on avait élevé les poules ensemble. Et je te C'est saute normal, dessus, quand on passe à la télé, on devient vite la meilleure amie du voisin. Hein. C'est bien aussi, non? Oui, mais aujourd'hui, je ne sais pas si Alain Delon passait dans la même rue que moi et que moi je passais à côté. On viendrait, moi, plus facilement me voir, me tutoyer, me dire « Ça va, Kenza, tu vas bien ?» qu'aller voir Alain Delon et le tutoyer tout de suite. Ça serait Donc, différent, je suppose, David Lelay. Évidemment, il y a une histoire d'aura. Après, il y a la différence, parce que je voudrais dire, c'est peut-être un peu vexant, mais entre les stars et les people. Il faut bien dissocier. La star, c'est celle qui est au sommet. Et qui... Vous savez, dans l'Antiquité, on disait que ceux qui avaient la fama, c'est ceux qui avaient accompli des actes héroïques, qui étaient vraiment des héros, qui avaient des talents. Aujourd'hui, on assiste à une recrudescence comme ça de gens connus, de people. On connaît leur visage.
sans savoir véritablement quel est leur talent, et peut-être n'en ont-ils pas. Donc à partir de là, il faut effectivement dissocier les people des grandes stars des stars. Moi, je pense que c'est très important. C'est dur d'entendre ça, Boris, vous qui dites justement, moi, j'étais pas chanteur, j'ai fait un tube, 2 tubes au top 50, et me voilà à côté d'Obispo et des autres sur les plateaux de télévision. Ah non, c'est pas dur, c'est génial. Moi, quelque part, vous vous dites, j'ai raté un épisode dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mon meilleur souvenir, c'était ça. C'était un gala au Zénith, je crois, où il y avait Obispo, Billy Paul, il y avait tout le monde, tout le gratin de l'époque réuni. Et moi, je suis là et je passe en vedette, parce que ma chanson, je crois, est numéro 2, est prête à être numéro 1 top 5. Et je passe en vedette derrière, en plus, des groupes comme les Scorpions, qui étaient donc, ça jouait du hard rock. C'était un groupe que j'avais été voir, j'étais fan. Et moi, 15 ans après, je me retrouve avec eux sur la scène, les loges à côté, je vois mon nom à côté. C'est le rêve de gosse, là. Hein. C'est énorme. C'est énorme pour moi. Richard disait, je ne pouvais pas imaginer quand j'étais au top que ça pouvait s'arrêter et qu'on ne pourrait ne plus m'aimer. Est-ce que vous avez tout le temps conscience que ça pouvait justement s'arrêter? Je l'ai tout de suite su. Vous vous êtes dit, c'est un coup et ça va retomber? C'est pas un coup, non, mais en fait, je l'ai su parce que des amis, peut-être maintenant je les remercie, ces gens-là m'ont dit, t'en feras un, pas deux. Comment vous avez vécu cette période de descente? Alors, la descente. Est-ce que vous avez connu des périodes? Tout à l'heure, Peggy disait, je me suis mise à manger, Kenza et Eric. Vous m'avez pas dit que vous avez grossi? J'ai pas fait que manger. Oui, mais enfin, oui. Elle a dormi. Après la fille qui tombe dans les pommes, la fille qui mange, c'est ça? Non, mais vous vous êtes un peu réfugié dans la nourriture, voilà, Oui, ça vous me l'accordez. disons que peut-être le déséquilibre faisait que j'avais pris un peu de poids, mais je passais pas mon temps à manger quand même. D'accord. C'est un petit raccourci, bon. Et vous me l'accordez, hein, bon. Est-ce que vous vous êtes un peu réfugié dans la nourriture ou pas du tout? Oui, beaucoup. Le chocolat surtout, c'est énorme. Ouais, j'ai pris, moi, en fait, sans m'en rendre compte, après 96, après le gros boom, en 97-98, j'ai dû prendre 20 kilos. Ah oui. J'ai dû prendre 20 kilos, oui. Ça va, vous avez bien perdu. Voilà. Donc vous vivez une sorte de mini-dépression parce qu'en plus vous êtes oisif, mais oisif par obligation. Parce que de 4-5 galas par semaine, vous passez à 3 par mois, ensuite 1 par mois, et là vous êtes chez vous le week-end. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la télé, vous mangez, quoi. Exactement. Et moi je me réfugiais, c'est vrai, dans la pâte à tartiner, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous disiez justement? J'ai dit, oh mon Dieu. Non, je me disais, bon, c'est bien, mais va falloir penser à rebondir. Pour l'instant, tout va bien, je me disais. Pour l'instant, tout va bien. Et en fait, je crois que c'est la réaction justement des gens. Bizarrement, je l'aimais bien, cette réaction. Ah, Boris, on ne vous voit plus. Mais c'est les gens qui me faisaient penser à mon état, justement, qu'on ne me voyait plus. Je dis, mince, c'est vrai, je ne suis plus là. C'est la question, qu'est-ce que vous faites maintenant? Voilà, qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors qu'on travaille, il faut bien travailler pour sortir quelque chose. Mais même en arrivant sur le plateau, on me l'a demandé 6 fois. Hein. Kenza, elle me fait, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai posé la question tout à l'heure à Peggy, à nos autres invités, de savoir si finalement, si c'était à refaire, vous le referiez après avoir connu cette extrême montée et cette descente-là. Oui, ma descente, moi, elle n'est peut-être pas pareille. Elle était moins pénible parce qu'elle n'a pas duré longtemps. Elle a duré 2 ans. Ensuite, j'ai rebondi, pardon. J'ai refait d'autres disques d'or. Et puis je retourne actuellement énormément, par exemple en club, en discothèque, là où mon succès est parti, je le revis là-bas et c'est bien. Mais ouais, je le referai complètement. David Lelay, est-ce que c'est difficile d'arriver très très vite au sommet? Est-ce que c'est ça Sans doute, puisque... l'explication de la descente immédiate ou quelques temps plus tard? Ou est-ce que finalement, chez d'autres stars, on monte aussi très vite et ça peut durer? Mais je pense que c'est difficile dans la mesure où on quitte la normalité, où on quitte la vie réelle, dans la mesure où on sort de sa quotidienneté, où on rentre dans un espace totalement protégé. Forcément, sortir ensuite de ne plus avoir la chance d'appartenir à cette sphère, à ce milieu protégé, c'est terriblement douloureux. Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la célébrité, finalement, ça rime avec l'amour. Qu'est-ce que c'est être célèbre, finalement? C'est recevoir une quantité d'amour incroyable. C'est terrible, après on n'est plus aimé? Moins on est aimé à son niveau individuel, au niveau personnel. Et perdre la célébrité, finalement, n'est-ce pas perdre l'amour quelque part? Quel est l'artiste qui vous vient à l'esprit, justement, qui a connu la plus grosse traversée du désert et qui s'en est sorti?
Je sais pas, je pense à lui parce que je l'ai vu il y a 2-3 jours. Quand on pense à Henri Salvador, Henri Salvador qui a été un immense artiste, qui a été complètement oublié, qu'on a moqué même. Et aujourd'hui, c'est un Aznavour, c'est un Yves Montand. Donc finalement, oui, lui, il est un bon exemple. Et il en rit, en plus, il est délicieux quand il parle de cette traversée du désert. Avec ce rire extraordinaire Tout à et fait. incroyable. Quand vous avez entendu tous ces témoignages, ça vous conforte dans l'idée que la célébrité, c'est une imposture ? Leur imposture à eux, peut-être pas. Non, c'est pas ça. Je pense, attention, dans notre époque où on nous fait croire que la célébrité est une valeur morale. La télé-réalité aujourd'hui propulse des gens comme ça venus de nulle part. Parce que ça fait rêver tous les jeunes d'aujourd'hui. Ça fait rêver et justement c'est un gros problème parce que les jeunes ont l'impression aujourd'hui que la célébrité finalement va résoudre tous leurs problèmes et que c'est un Eldorado. C'est pas du tout un Eldorado. C'est pas une valeur morale en tant que telle. La célébrité c'est un élixir volatile, c'est quelque chose de fugace. Donc on peut pas organiser sa vie autour de ce fantasme-là. Et je pense que c'est très dangereux quand on s'aperçoit que 200 000 jeunes suivent le casting d'une émission de télé-réalité. Ça veut dire qu'ils fondent tous leurs espoirs dans cet avenir-là. Et là, moi, je dis attention, la célébrité, ça doit rester léger. Il faut être lucide. Ils ont l'air lucides, ils le sont. Et il faut être prévoyant, attentif et ne pas mettre toute sa vie, toute son existence dans cette seule célébrité qui finalement n'est rien de plus en soi que quelque chose de paillettes et de léger. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, David Lelay. Merci à tous nos invités. On vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.